Ces images aériennes que vous découvrez, filmées aujourd'hui, montrent mieux que des mots l'ampleur de la dévastation à Mayotte, mais elles ne permettent pas de répondre à toutes les questions. Combien de morts, de blessés, combien de logements détruits? Nos envoyés spéciaux Sophie Chevalreau et Quentin Trigodet sont arrivés sur place. Ils viennent de nous faire parvenir leur reportage commenté par Léa Merlier. Regardez. Lorsque notre équipe arrive à Mamoudzou, elle découvre des montagnes de gravats et des quartiers entiers soufflés. Regardez, ce quartier, comme tant d'autres, est impraticable. Il y a des plaques de tôle partout. Les rues sont jonchées de cette tôle qui appartient aux maisons précaires de ce quartier. Elles ont été emportées par le cyclone et vous entendez ces coups de marteau? Eh bien, ce sont les habitants qui sont en train de reconstruire leur maison avec ces mêmes plaques de tôle. Ils nous le disent, ils reconstruiront exactement de la même manière, coûte que coûte. La priorité pour eux est d'avoir un lieu où dormir. Un peu plus loin, au milieu des ruines de sa maison, Swali Nourdine tente de reconstruire les murs lui-même en fabriquant son propre ciment. Voilà, la cuisine, c'est détaché, c'est un voisin là, donc c'est détaché. Donc c'est aux terrasses avec aux toilettes, c'est détaché partout. À chaque coin de rue, la débrouille. Ici, avec un panneau solaire et une batterie, des habitants ont bricolé de quoi charger quelques téléphones. Voilà. Parce que sinon, les gens sont sans nouvelles de toute la famille, quoi. Vous voyez? Donc c'est quand même important. Une solution sommaire. Comme il n'y a pas assez d'intensité, ça charge lentement. Voilà. Là, pour atteindre 4%, ça a dû prendre 20 minutes, je crois. Voilà. Électricité, eau, nourriture. Depuis le passage du cyclone, les habitants manquent de tout. Partagés entre inquiétude et colère, certains craquent. On a le sentiment qu'on est abandonné par l'État. Parce que là, on est abandonné, on vit comme ça, on ne mange pas. Regarde, on est beaucoup là. La nuit tombe. Notre équipe rencontre un père de famille, désemparé. On est dehors. Vous êtes dehors ce soir? Ce soir, on est dehors. Il n'y a pas d'hôtel, parce que s'il y avait un hôtel, j'aimerais bien louer l'hôtel de mettre mes enfants dans le confort, mais bon, il n'y a rien. Ils passeront une troisième soirée consécutive, sans toit. Sur place, les secours continuent de rechercher les disparus dont personne ne connaît le nombre, même approximatif. 800 sauveteurs et du personnel médical vont être transportés par avion jusqu'à mercredi depuis l'île de la Réunion, distante de 1400 km. Tout est urgent et tout est extrêmement compliqué en termes de logistique. Esther Lefebvre et Anaïs Barth. C'est leur mission première. Venir à bout de cette muraille végétale qui bloque les routes, prive de tous les habitants de Mayotte et empêche les secouristes d'intervenir auprès des victimes. En particulier dans les bidonvilles, où rien ne semble avoir résisté. Les missions, c'est de recenser les blessés, de les prendre en charge, d'identifier malheureusement aussi les personnes décédées. C'est aussi de sécuriser l'ensemble des bâtiments, puisque vous avez des bâtiments durs avec des arrachages de toiture qui peuvent menacer de chuter sur la voie. Difficile de circuler dans Mayotte, mais aussi d'y parvenir. Ce matin, notre équipe atterrit dans cet avion de la sécurité civile. Avec le ministre de l'Intérieur démissionnaire, les réunions de crise s'enchaînent. En réalité, pour le bilan, il va falloir des jours et des jours pour avoir un bilan. Vous n'aurez jamais un bilan consolidé. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas donner de chiffres. Mais comment garder patience quand tout vient à manquer? Le ministre est interpellé par une habitante comorienne. À Mamoudzou, on n'a vu personne. Bon, on a vu les policiers. C'est rassurant. Nous sommes traumatisés. Franchement, déjà, ça, on est là pour vous aider. Et on va vous aider. Nul n'est épargné. Pas même ceux qui doivent continuer à assurer l'ordre sans faiblir. Vous avez tout perdu? J'ai tout perdu. Nous sommes 95%. On peut avoir de maisons en petite terre. Il faut rapatrier les familles de nos collègues pour qu'ils puissent continuer à assurer les missions. Les renforts et l'aide humanitaire arrivent au compte-gouttes, par voie aérienne et maritime depuis La Réunion, 1400 km à vol d'oiseau. Dans cette base militaire, notre équipe filme ce matin les préparatifs. 20 tonnes de matériel, dont ces rations de combat. Des groupes électrogènes, de quoi purifier l'eau, mais également des tentes, du matériel médical et aussi des vivres pour pouvoir répondre à l'urgence pour les populations mahoraises. En plus du fret, 30 militaires de la sécurité civile montent à bord de cet A400M,
Seuls 4 avions ont décollé aujourd'hui vers Mayotte. Le trafic civil reste interrompu jusqu'à nouvel ordre. Le centre hospitalier de Mayotte a également été durement touché par le cyclone. La plus grande maternité d'Europe qui enregistre chaque année 12 000 accouchements fonctionne de manière très dégradée. Il faut aussi soigner les nombreux blessés alors que le spectre des épidémies se rapproche. Henri Dreyfus et Corinne Chevreton. Une maternité qui fonctionne tant bien que mal, avec ses patients à même le sol et ses sages-femmes débordées. La scène est filmée par un gynécologue. Un espoir. Ce bébé, né il y a quelques heures seulement. Comme vous voyez, il y a l'électricité, l'hôpital fonctionne, il y a juste quelques portes qui sont fracassées. Ce patient est un peu trop optimiste. L'aile des grossesses à haut risque, par exemple, est devenue insalubre. Pour prendre la mesure de la situation, voici à quoi ressemblait, il y a 24 heures seulement, cette même maternité, la plus importante d'Europe en termes de naissance. Le défi aujourd'hui, trouver des chambres pour ces nouveau-nés. On est en train de regarder toutes les chambres, laquelle chambre est la plus adaptée. On est en train de pousser les patients d'une chambre à une autre. Voilà, les chambres qui en gros, il n'y a pas de dégâts. On essaie de les mettre dedans. Ce centre hospitalier, le seul de l'île, fonctionne, mais de manière dégradée. D'énormes dégâts des eaux se sont produits en chirurgie et en réanimation. Des services essentiels pour soigner les blessés les plus graves. Nombre des 600 lits sont totalement hors d'usage. Conséquence, l'accueil et les premiers soins des patients qui affluent se font désormais à l'extérieur. Comme pour ce Maoré, dont la jambe a été transpercée par un clou, prise en charge minimale. On m'a reçu, on m'a donné 2 sachets d'amoxicilline et puis 4 comprimés de Doliprane. On m'a dit de rentrer à la maison. Situation tout aussi chaotique, un peu plus à l'est, sur l'autre île, à Petite Terre. Il faut faire notre entrée d'abord ici et ensuite il faut aller en consultation. Des soins d'urgence prodigués à l'extérieur et avec les moyens du bord. Une dizaine de cas, les plus graves, ont été transférés sur l'île de la Réunion. Mais à moyen terme, le principal risque est épidémique. Le choléra était encore présent à Mayotte au mois de juillet dernier. Ce soir, le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer l'installation prochaine d'un hôpital de campagne. Oui, car dans l'archipel, tout est devenu rare. L'eau potable, la nourriture, l'essence, l'électricité. Les rares magasins ouverts qui ont encore des produits à vendre sont pris d'assaut. Florence de Gévigny, Lise Cloy et Chloé Barbon. Une quête jusqu'à la nuit tombée pour trouver de l'eau. Les gens qui font la queue sur le rond-point, c'est le seul point d'eau. Même scène toute la journée, sans certitude qu'elle soit potable, mais pas le choix. Dans nos robinets, rien ne coule. On savait qu'il y aurait une coupure pendant un moment, mais on est à 2 jours maintenant. Quelles sont les réponses? Trouver de la nourriture aussi. 31 degrés et plus d'électricité. Dans les réfrigérateurs, tout est à jeter. On circule, on va essayer de chercher à manger. On cherche à manger tout en sachant que les magasins ne sont pas ouverts. Dans les rares qui le sont, cohue, avant qu'il ne reste plus rien. Il y a beaucoup de monde, il y a des tensions en fait. Il y a déjà en fait des vivres alimentaires qui manquent, notamment ce qui est mangé le plus à Mayotte, que ça soit du riz, que ça soit même de la farine. Alors certains improvisent. Nous, notre mode de survie, on a trouvé à manger. On va manger un peu de coco. Il a tout perdu. Ma maison s'est envolée, il me reste que mon matelas. Il reste que mon matelas là. Là, c'est chaud. Je vais dormir à la Belle Étoile ce soir. D'autres ont passé la journée à attendre de l'essence que les techniciens parviennent à remettre la station en service. En tout cas, on est là. Parce qu'on n'a pas de carburant, on ne peut pas faire autrement. La condition pour pouvoir circuler sur l'île à la recherche de proches disparus. Avec des rafales enregistrées à 226 km/h, des vagues de plus de 7 mètres, le cyclone Chido est le plus violent à Mayotte depuis février 1934. Dans l'océan Indien, ce genre d'épisode n'est pas exceptionnel, mais la malchance a voulu que le cyclone frappe l'archipel de plein fouet. Explication de Christophe Abel, Kezia Cretin et Sylvain Roland. Le cyclone a défiguré Mayotte. Voici des images satellites de l'île avant et après le passage de Chido. Ces phénomènes ne sont pas rares. Une dizaine se forment chaque année.
dans l'océan Indien. Chido est-il un ouragan exceptionnel? Non, Chido est considéré comme un cyclone tropical intense, mais de petite taille, 300 km de diamètre, là où certains phénomènes peuvent dépasser les 1000 km. En revanche, sa trajectoire est inhabituelle. Ce cyclone, il a eu cette trajectoire d'est en ouest avec un petit mouvement vers le nord qui lui a permis d'éviter, contourner Madagascar par le nord, et ensuite eu l'inflexion de trajectoire qui l'a emmené directement sur Mayotte. Pourquoi tant de dégâts? Sans obstacle naturel, le cyclone a pu se renforcer, dopé par des eaux particulièrement chaudes, 30 degrés. Autre phénomène rare, la différence de vitesse très faible entre les vents verticaux et horizontaux a permis au cyclone de conserver sa puissance durant tout son trajet. Pourquoi parle-t-on d'un phénomène aggravant? Avant le passage du cyclone, on peut voir qu'une partie des logements sont des habitations de fortune. Elles n'ont pas résisté à la violence des vents, des rafales jusqu'à 226 km/h. C'est du bidonville, c'est des choses qui sont faites de briques et de broc, c'est des bouts de tôle, c'est des matériaux de récupération généralement. Et ça ne tient pas au cyclone. Chido est déjà le 3e phénomène remarquable depuis le début de la saison des cyclones qui a démarré mi-novembre. Elle ne prendra pas fin avant le printemps prochain.